Je crois même que c'est une aide pour des artistes qu'il n'a pas tellement retenu, mais toute la scène artistique en Belgique est devenue mieux connue. Les galeries, les autres musées même ont fait leur avantage avec ça. Quand j'irais à l'étranger pour établir des contacts, on connaissait toujours le mieux en général Jan Hoet. Et ça aidait beaucoup, non seulement quand on faisait une exposition pour le SMAC, mais aussi en général, ça contribuait beaucoup à la résonance du pays que j'ai remarqué. La figure de Jan Hoet, c'est très... En général, il était très connu. C'était un phénomène. Un type flamboyant qui ne se retenait jamais, qui disait n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. Mais il avait ses opinions sur l'art et puis il était passionné par l'art. Donc il a défendu l'art. Mais il était un peu spécial comme caractère. Parfois, il adorait ce qu'il avait brûlé ou il brûlait ce qu'il avait adoré. Donc tout le monde avait peur de lui parce qu'il était toujours imprévisible. Vous êtes déjà battu avec lui? Non. Ça j'ai raté. J'ai été champion de boxe à gants. Oui, lui pas. Donc j'ai raté ça. On aurait dû se battre un jour dans le ring. Et je ne sais pas pourquoi ça s'est jamais fait. Il a eu peur, peut-être. Il a peut-être eu peur de moi, qui sait. Qui sait. Ouais. Comme boxeur, est-ce que c'était un bon boxeur? Est-ce qu'il a boxé professionnellement? Il était dans un club de boxe. Donc, je ne sais pas s'il a participé à des concours nationaux ou quoi. Mais en tout cas, dans le contexte de son club et interclub, il s'est battu dans le ring, évidemment. Je ne sais pas s'il a jamais, d'une seule fois, fait les 10 rounds ou quoi, ça, je ne sais pas. C'était sa vraie nature, boxeur, finalement. Oui, il aimait se battre. Dans la vie quotidienne, il aimait se fâcher et il aimait chercher la querelle avec tout le monde. Donc, il fallait bien le connaître. Moi, je le connaissais bien, je sentais son thermomètre monter et ça m'arrivait souvent de pouvoir l'arrêter pour un certain temps, mais pas toujours. Oui. Des gens qui ne voyaient pas le thermomètre monter, c'est eux qui en attrapaient alors, parce qu'ils se fâchaient pour n'importe quoi contre n'importe qui. Ça c'était Yann. Mais pour le reste, il était sympathique parce qu'il était passionné. Donc. On peut dire que Jan Hoet était un artiste d'abord. Il était comme vous. Oui, c'est-à-dire on avait tous les deux, heureusement, un côté créatif. Ni lui ni moi, on est devenus artistes, mais disons par le fait qu'on avait été créateur, qu'on a fait de la peinture, la sculpture. On peut dire que vous avez fait de l'art avec les expos, avec les artistes. Oui, ça, certainement. Mais on avait par le fait qu'on a été dans la pratique tous les deux, on avait un autre œil pour regarder les œuvres des artistes. On comprenait, je crois, mieux les artistes et leurs œuvres vis-à-vis de personnes qui n'avaient jamais eu un pinceau dans les mains. On a un autre regard, c'est évident. Et puis on a été créatifs avec les artistes. Ce qu'on avait tous les deux, lui et moi, quand on était enthousiastes, on commençait à créer avec l'artiste. L'artiste nous donnait des idées, on redonnait des idées à l'artiste et en fait, on participait quelque part à la création. La création, finalement, ce n'est jamais un homme, c'est un réseau de gens qui pensent. De gens qui pensent autour de quelqu'un. Absolument. Merci. Karine Fock, vous avez travaillé avec Yann
au Martha Erfurt. Oui, en effet, en Et- 2008. Et l'intérêt qu'il avait pour l'art, l'artiste, enfin les artistes en marge, disons, venait d'où selon vous cette, D'après moi, elle vient de son enfance, parce qu'il a vécu à Yale, la ville où les patients vivent chez les habitants, et il a grandi avec des patients comme des frères et sœurs. Et je crois que ça l'a beaucoup touché, et que ça a amené une lecture par rapport à cet art-là, mais d'autre part aussi, je pense qu'il avait un intérêt pour un art très expressif aussi. Quand il a montré Open Mind, il y avait vraiment ces deux visions de l'art, une vision plus intellectuelle, conceptuelle, et une vision beaucoup plus dans les tripes. Et c'était un homme de tripes dans tout ce qu'il faisait aussi. son plus grand coup d'éclat, on parle de trip, selon vous, c'était quoi? Vous avez assisté à une performance, quelque chose de... Travailler avec lui, ça n'a pas été Ça n'a pas été évident. Ça n'a pas été évident. Enfin, c'était très enrichissant aussi, mais c'était très confrontant parce qu'il était très extrême dans sa vision de l'art. Hein. Donc il disait ça c'est bon, et ça c'est pas bon. Et voilà, c'était comme ça. Pas de discussion possible. Pas de discussion possible. C'est un dictateur finalement. Quand même un peu, oui. Oui, tout à fait. Il s'est mis beaucoup de gens à dos. Hein. Oui, tout à fait. Il était entier à ce niveau-là. Il était très entier dans tout, aussi bien au niveau positif que négatif en fait. Mais des coups d'éclat, oui, j'en ai vécu plein à Erfurt. Hein. Enfin, on peut raconter plein. Ce que j'ai envie de retenir, moi, c'est quand même tout ce qu'il a fait pour les artistes belges et comment il a pu hisser l'art belge à un niveau tout à fait international. C'est quand même le premier et peut-être le dernier aussi. Et bon, moi j'ai eu la chance de travailler et avec Zeeman et avec Janhout, et ce sont quand même deux très très grandes pointures qui ont offert aussi une vision de l'art très très ouverte. Parce qu'il a beaucoup fait pour l'art, mais il a quand même aussi ouvert énormément de portes. Hein. Parmi les artistes francophones qu'il a vraiment soutenus c'est surtout Jacques. Hein, donc, ces dernières années, c'est Jacques. Jacques a fait ses 3 expos d'adieu au SMAC, au Martha Erfurt et à Yale. Les 3 expos, dernières expos dans des lieux, Jacques était présent. Et parmi les autres artistes francophones qu'il a soutenus, j'ai déjà réfléchi. il y a qui? Angel Vergara, il y a Angel. Emilio Lopez Mechero, Emilio, oui, voilà. il y a Emilio. Patrick Corillon qui l'a présenté aussi. à la Documenta. Ah oui, en effet, tout à fait. Oui, à la Documenta, il en a quand même présenté quelques-uns, en effet. Et Emilio était quand même un des artistes qu'il a défendu dans plusieurs projets, tout à fait. Oui. Quelques-uns, ils sont rares, mais on peut... Mais parfois, il a quand même eu des propos assez durs par rapport aux artistes francophones. Hein. Ah bon? Ah oui. Il a dit qu'on... Il disait que l'art wallonien n'existe Voilà. pas. Ouais. Et selon vous, c'était pourquoi cette manière de s'exprimer? C'était une façon de dire les artistes ne sont pas bons, ou les artistes n'ont pas des lieux à la hauteur? Je crois qu'il y a des deux. Je crois qu'en effet, il pensait qu'il y avait peut-être moins d'artistes intéressants, mais qu'il n'y avait pas non plus les relais. D'ailleurs, il est venu parler à Liège, hein, je me souviens. Il faut qu'il y ait tout un mouvement. Il faut que ça commence dans les écoles d'art, il faut qu'après il y ait des bonnes galeries, des bons lieux. Et de cette manière-là, on construit aussi une scène artistique, ce que lui a réussi à faire en boxant. Oui, c'était en boxant. L'art de bar, tu as eu une expérience fabuleuse avec Janhout. Oui. Est-ce Faudrait que tu as combien d'années? qu'on prenait soin des allumeurs, qu'on était très vite avec les allumeurs, parce qu'ils disparaissaient comme vous. Les allumeurs, c'était une chose importante. Qu'est-ce que tu appelles les allumeurs? Les allumeurs pour les cigarettes. Les briquets? Oui, les briquets, c'est ça. C'était un allumeur. C'était un flambeur aussi. Un flambeur. Tu t'es brûlé beaucoup avec lui? Non, il était très gentil. C'est vrai? Il n'a jamais osé se battre avec toi. Tu es trop grand. Non, beaucoup, mais se battre, ça ne veut pas dire... La bataille et la guerre, ce sont deux choses différentes. La bataille, c'est bon. La guerre, c'est dangereux. La guerre, quand on a l'ennemi précis, c'est important.
Et la bataille, c'est partie de la vie. Le combat. Le combat. Mes excuses, mon français. Oui, c'est bien. Non, le combat est une dialectique honorable pour un artiste. Mais il a beaucoup travaillé avec toi, je pense, surtout à la Documenta. De Vandal. Non. Mais Oui, tu dois bien me viser maintenant parce que soit tu as la tête, soit les pieds, mais tu ne peux pas voir les deux en même temps. Et on parlait en deux mots du caractère combatif de Yann. Oui. Vous êtes tous les deux des antithèses par rapport à cette configuration du commissaire, tous les trois d'ailleurs, toi aussi Karine. Est-ce que cette idée du commissaire boxeur a encore des motifs d'exister aujourd'hui? Est-ce qu'il faut se battre aujourd'hui dans le monde de l'art? On peut croire aux clichés quand ils sont offerts, on peut les voir plus profondément. C'était l'engagement par le boxeur. Oui, mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore se permettre de s'engager comme l'a fait Yann Hout? Est-ce que ce n'est pas un temps qui est d'autres manières, évolue? Mais je pense que c'est aussi important. Quand on ne fait pas ça, l'art deviendrait... l'art est en danger de devenir un niche du marché culturel. Et quand ça se passe, on n'y a plus besoin. Alors ça reste aussi important, je pense, de croire à cet espoir de l'art, ou à cette force de la vie aussi, il incarnait aussi ça, la force positive de la vie par rapport à ce qui tue, tout ce qui est la vie, l'art et tout ça. Et je suis d'accord avec Barthes, le marché, il tend à juste mettre tout en boîte, à tout faire vendable, mettre un prix dessus, mais ce n'est pas ça pourquoi on s'engage. On avait dans la messe, on avait une très bonne cotation des évangiles. On ne peut pas servir au même moment Dieu et le mammon. Dieu et quoi? Et le mammon. Tu connais ce passage dans l'Évangile? Ouais. Ça, c'était bien. Ouais, c'était bien choisi. Et on ne doit pas nécessairement être contre l'argent, hein? Mais l'argent, c'est autre. Oui, c'est pas le même monde. C'est pas l'espace de l'art. Et l'espace de l'art, comme une tradition, je pense, ça nous a apporté beaucoup et ça peut continuer à nous apporter. Mais la loi est faite par le marché aujourd'hui. Oui, mais la dicte, loi, mais pas toutes les lois. Qui dicte son... Pas toutes les lois et pas tout le monde. C'est ça qu'il faut voir. Il faut aussi se dire, il attire toute la publicité, tout l'argent, tout ce qui est autour, mais il n'émeut pas. Le marché n'a aucune force d'émouvoir. Je commençais à dire parce que tout le monde veut maintenant des situations. Il faudrait qu'on était très, très vite avec les briquets. Parce qu'ils disparaissaient. Ils disparaissent. Alors moi jusqu'à maintenant, j'ai retenu cette habitude, alors j'ai toujours trop de briquets. Ah oui. Mais une fois, j'étais ici avec Wim Delvoye et Yann, c'était un soir, hein, on était dans son bureau, on discutait, et puis à un moment donné, Yann fait « Viens, on va voir une nouvelle acquisition dans le musée ». Mais c'était la nuit, alors on est passé de son bureau dans un couloir, et après on était dans la salle du musée, mais il faisait tout noir. Alors il a sorti son briquet, il a dit « Regarde, est-ce que c'est pas beau ça ?» Et en fait on voyait rien. C'était génial comme scène. Alors on a fait toute la visite du musée avec le briquet. Parfois c'est un beau concept. Voilà, parfois il se brûlait le doigt, tu sais, et on continuait comme ça à regarder les pièces. Ok, merci. Bon. Okay. Piet van Robij, vous êtes un vieux légionnaire. Vous avez connu Yann Hout à ses débuts. Ah oui, hein, c'est vrai. Mais ça a vraiment duré quelque part avant qu'on avait des relations bonnes. Parce qu'au début, je travaillais pour une exposition, ça s'appelait Antichambre. C'est au même temps de Chambre d'amis, là. Hein. Donc c'était une exposition... Ah, le off de Chambre d'amis oui, a été organisé par Piet van Robij. Oui, enfin, j'étais le coordinateur. C'est ça. Je n'ai pas pris l'initiative pour ça, moi, on m'avait demandé. J'étais juste... j'avais fini mes études
Et on me demande, et je dis oui, voilà. Mais ça, déjà, c'était une expérience. Hein. C'était une exposition de 200 artistes, mais complètement libres. D'antichambre. Antichambre. C'était une vieille usine de textile. Et on avait 22 hectares. Et là, Yann Hout, il a visité, bien sûr. Hein. Et alors quoi? Qu'est-ce qui Au début, il pensait vraiment que c'était contre lui. C'était un tout petit peu contre lui, mais pas vraiment. C'était aussi un antichambre. On attend dans l'antichambre, on se laisse antichambrer, c'est ça. Hein. Donc ça c'était le commencement avec Yann Hout. Mais après, ça a déroulé très bien. Et on est devenus des amis, quoi. Oui, et après quelques années, quand j'entrais là à Solte, hein, il m'a félicité, il m'a téléphoné, il disait « Pete, on va manger pour célébrer ». C'est ce qu'il faisait. Il était comme ça, très généreux. Ouais. Très généreux. Dis-moi un peu, tu as défendu Joël Thurlings au début. Tu Oui. as pratiquement fait la première expo de Joël Thurlings à Gand. À Gand, peut-être ça, il faut lui demander à Joël. Hein. Qu'est-ce que Yann Hout, parce que Yann Hout avait ces artistes qui défendaient bec et ongle, qui sont devenus des stars aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce qu'il pensait de tous ces artistes que tu défendais toi au début? Oui, c'est vrai, il a peut-être un peu manqué Joël au début. C'est vrai, hein, un peu. Hein. Il a quand même manqué quelques artistes. Oui, importants. docteur, aussi Francis Alice. Hein. Il a... Enfin, c'est vraiment quelque chose, une tache blanche, de ne pas avoir trouvé Francis Alice au début, qui était en Mexique. C'est déjà fabuleux, là. Hein. Donc, mais on ne peut pas avoir tout, hein, et voir tout. Et, il a vu beaucoup de choses, mais on ne peut pas voir tout, c'est normal. Donc, voilà. Hein. Mais enfin, j'ai un grand respect pour lui, vraiment. Il a appris à beaucoup de gens à regarder ce qui c'est, non seulement l'art, mais aussi le monde. C'est quoi le monde? Comment est-ce qu'on fait des constructions et des significations des choses du monde. Voilà. Ça, c'est par rapport de l'art qu'on a appris ça. Il t'a appris quelque chose? Ah oui, ça. Mais de ma manière, il m'a poussé de réfléchir. Vraiment. Et je n'ai pas suivi ce qui... Allez, moi, je ne suis pas croyant. Lui, il est. Mais comme être athée ou incroyant, on fait aussi son ontologie du monde à sa manière. Moi, je l'ai fait, mais c'est grâce à lui. Tu veux dire qu'il était croyant, pratiquant? Pratiquant, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Mais il croyait en Dieu, quoi. Oui, c'est ça. Ça, c'est un peu curieux dans notre temps, en fait. C'est comme ça. Mais pour moi, il n'y a pas de problème. On peut accepter ça de lui. De lui, je l'accepte. Voilà. Et son énergie, il la tenait de où? Parce qu'il avait une énergie phénoménale. Ah oui, mais ça c'est le chimie. C'est son ventre, enfin, c'est son tempérament. Donc, Anne-Marie Renat, donc vous faites un peu figure d'ancien combattant. D'ancien combattant. J'allais chercher mon mot, mais vous l'avez trouvé. Et donc votre maman a bien connu les débuts de Yann Hout. Nous avons bien connu le début de Yann Hout. Je me souviens au milieu des années 60, je suppose, parce que je me souviens plus de l'année, assister à sa défense de thèse. Et si mes souvenirs sont bons, mais je ne suis pas sûre, c'était une thèse sur Cervantes, Victor, mais il faut vérifier. Parce que rien de pire que les souvenirs. Et effectivement, j'ai bien connu Yann Hout, surtout ma mère a bien connu Yann Hout.
Elle était beaucoup en contact avec lui. Ils se téléphonaient énormément. Ils se donnaient des conseils. Lui avait besoin de conseils, alors il téléphonait. Madame Renard, qu'est-ce que vous pensez? Et puis après ça, c'est Yann, qu'est-ce que tu penses? Et en général, ils étaient d'accord parce qu'ils avaient un caractère tous les deux fonceurs. Rien qui les arrêtait, et puis ils pouvaient emmerder leur montre, ils étaient contents. C'était un emmerdeur finalement. C'était pas un emmerdeur, mais c'était un emmerdeur au bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il avait un but, ils avaient tous les deux un but, et je crois que tous les deux ils avaient le même but. Ma mère a décrété un jour qu'elle faisait l'histoire, et je crois que Yann, peut-être, je ne sais pas s'il l'a dit, ça je n'ai aucune idée, mais je crois que lui aussi avait le sentiment de faire l'histoire. Et en fait, il a fait l'histoire, vu tout le monde qu'il y a ici, vu le fait qu'il est arrivé, le corbillard est arrivé. Comment? Le corbillard est arrivé derrière 2 motards. Ça montre quand même que c'était un personnage, et ça lui correspondait très bien de faire ça, parce qu'il avait beaucoup d'envergure. Et pour lui, il n'y a rien qui l'arrêtait. Et ça, c'est quelque chose. Il y a peu de gens qui ont ce cran, et c'est pas du courage. C'est une bonne dose d'inconscience pour moi d'arriver à faire ce qu'on a envie en se disant que bon, de toute façon, on essaye. On le fait, et si les autres ne sont pas contents, eh ben, tant pis pour eux. Et qu'est-ce qu'il aimait chez les Renards, Yannout? Et je crois qu'il aimait chez la reine-mère et le frangin, mon frère, Stéphane. C'est ce côté, effectivement, un peu aussi frondeur, puriste, et très attaché aux artistes, très attaché aux personnes, très attaché à l'art. Et l'hypocrisie, ils avaient horreur de ça. Ça, c'est un trait de famille, c'est un trait de... Et ce sont des gens qui ont des caractères. Et voilà, et puis ils voient plus loin que le bout de leur nez, ils voient plus loin que le fond du jardin, ils voient plus loin que le pays dans lequel ils sont. Ce sont des gens qui sont en fait citoyens du monde. Je crois que c'est un peu ça. Et d'un enthousiasme à tout rompre. Jij zet schoen op en hij begint. Is dat goed? Ja, doe maar. Doe. Bon, Marc Verstock, vous avez connu... De Coq, pardon. Ah, pardon. Verstock, c'est artiste. Verstock, je connais bien. J'étais président de l'association des Amis du musée de Gand, enfin, du musée d'art contemporain. J'étais l'aide de Karl Gerland, je n'ai pas connu longtemps. Puis je l'ai succédé à Karl Gerland. Et pendant, à partir des années 60, au fond, j'ai été ici actif à côté de Yannout et parfois contre. C'était pas évident de travailler avec Yannout. Non, d'accord. Mais enfin, j'étais assez indépendant tout de même. C'était l'association des Amis du musée, mais je faisais des expositions aussi à part. Et là, c'est toujours une histoire de controverse parfois. Je ne supportais pas toujours, mais... On a l'impression qu'aujourd'hui, la controverse a disparu du monde de l'art, quelque part. Ah oui, d'accord. Il n'y a pratiquement plus des phénomènes comme Yannout ont disparu aussi. Ont disparu de la... C'est une race d'extinction. Il y a eu Van Bussen qui est parti, en Middelheim. Enfin, toute une série de conservateurs sont partis. Il y a une nouvelle génération, mais qui ne connaît pas tout ce passé. Hein. Et puis... le passé, c'était une période de lutte aussi. Hein. Ça, c'est le grand mérite de Yann d'avoir fait connaître l'art contemporain envers et contre tout au grand public. Hein. Aussi par sa présence dans les médias et tout ça. Oui, et puis on avait besoin d'un public. Je parle en détail, mais on collaborait vraiment, on travaillait ensemble pour organiser certaines choses. Et si je voulais parler avec lui, je devais venir au musée parce qu'il était toujours là. Hein. Je devais venir au musée le dimanche. Il n'y avait pas de personnel, il n'y avait personne. Et un tête-à-tête. Parce que sinon, si on voulait lui parler,
il entrait au bureau, il y avait le personnel, ou bien parce que c'était entrée libre pour tout le monde. Hein. Et il fallait un public. Hein. Parler seul avec lui, c'était très difficile. Il fallait vraiment chercher le moment. Et quand on dit quelque chose, c'était important. Hein. Mais il était toujours disponible, ah oui, c'est ce que je retiens. Oui. Il était d'une grande disponibilité. Merci. On doit jouer notre carte. C'est important, Emilio. Dans les années 50, c'était Karl Gerland qui a organisé une groupe de sympathisants pour l'art contemporain. Mais il n'y avait pas de musique. Donc, et comme ça, il a commencé de collectionner pour la communauté. Karl Gerland. Karl Gerland, oui. Et il est devenu le directeur du Palais de Beaux-Arts à Bruxelles. Et avec l'aide de la politique, Jan Nuth a été choisi comme premier conservateur pour un musée dans le futur d'art contemporain. Donc il a débuté ici en face, dans le musée de Beaux-Arts, au fond. Et après quelques années, donc, on a lui offert ce casino. Dans le temps, c'était le casino. Et c'est devenu le casino de l'art contemporain, SMAK. C'est Stedelijk Museum Actuele Kunst. C'est ça. Ouais. Et Jan Nuth a commencé directement de se profiler internationalement. Oui, donc, il a eu beaucoup de jeunes artistes qui étaient contre lui parce qu'il ne choisit personne de gars. Ouais. Donc, et comme ça, il a débuté avec une collection internationale héritée de Karl Gerland. Et très vite, il est connu parce que son chambre d'amis était une organisation inconnue. Inconnue vraiment dans le monde. Ça ne s'est jamais passé que l'art se trouve chez les habitants de Gand et pas dans le musée. Et comme ça, il est devenu directeur de Documenta. Je vais très vite. Hein, oui. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis Gand sur... en ce qui concerne l'art contemporain, il a mis Gand sur toutes les cartes du monde. Donc, il était devenu connu en Amérique, à Tokyo, aussi bien qu'à Berlin, etc. Donc, c'est vraiment comme ça qu'il a débuté et qu'il a mis Gand sur comment le dire un piédestal. Comment? Sur un piédestal. Sur un piédestal, oui, oui. Et lentement, on a eu des artistes en qui il a cru et qu'il a poussé de se faire connaître dans le monde et pas plus à Gand. Parce qu'avant, Gand, c'était vraiment une petite ville en ce qui concerne l'art contemporain. C'était des petits gens que l'un connaissait l'autre, l'un aidait l'autre. Ce sont des petits clubs. Mais maintenant, donc, vous savez, l'art belge est connu dans le monde, avec Duymans, avec Panamarenko. Le premier avion qu'il a acheté de Panamarenko, il a payé un 10e du prix et tout Gand était contre. Et maintenant, ça vaut 100 fois le prix qu'il a payé. Donc, il a investi pour Gand. En tant que galeriste ici, donc vous l'avez bien connu, est-ce qu'il a soutenu votre galerie en achetant des Non, pas en achetant. Non. Heureusement, et je suis pour, ils achètent que des artistes, pas des galeries. Donc, c'est un support, pas pour les galeries, mais pour les artistes. Mais les artistes appartiennent à des galeries, donc indirectement, c'est aussi un support pour les galeries. Oui. Mais c'est bien qu'ils payent que le prix de l'artiste. Bon, par exemple, ici derrière vous, nous avons une installation d'un artiste que vous avez... Matthijs. Oui, Danny Matthijs. Oui. Et comment s'est passée cette... Eh bien, c'est directement entre Jan Nuth et Danny Matthijs. C'est directement. Il n'y a pas de galerie entre les deux. Donc, c'est vraiment un choix à lui de mettre ça sur le front
du musée au fond. Hein, donc tout le monde passe et c'est l'art pour le peuple. Hein, donc c'est pas l'art dans le musée, mais l'art sur le fond du musée. Alors, c'est ce qui est positif. Donc l'art est fait pour les gens. Et depuis lors, tous les gens, même les plus humbles, parlent de l'art contemporain ici à Gand. Ouais. On a accepté, aussi bien qu'on était contre au début, tellement on est pour le moment. Ouais. Donc ça vit vraiment à Gand. Alors, sa principale qualité, c'est la communication. C'est très direct. Il dit ce qu'il pense, même si c'est parfois contre lui-même, hein, mais il dit ce qu'il pense.